Un chiot berger allemand de 4 mois peut-il vraiment survivre à une nuit entière d'hiver, enseveli dans un talus de neige, quelque part à la sortie de Richfield, Montana, quand j'ai presque dépassé cette petite silhouette noire et feu, à moitié ensevelie dans la congère, un gant d'enfant serré entre ses dents, son corps était déjà raide de froid, ses yeux complètement givrés, et tout le monde parlait de lui au passé comme s'il appartenait déjà à une autre histoire. La tempête avait balayé la montagne juste après l'aube, laissant la route taillée entre 2 murs de neige, dans cette lumière dure et décolorée qui rend tout plus silencieux que ça ne devrait l'être. Mes essuie-glaces raclaient le pare-brise, poussant ce voile de poudre fine, tandis que la radio diffusait des voix épuisées évoquant encore la petite fille portée disparue quelque part dans ces mêmes bois. J'aurais dû garder les yeux droits devant, retourner en ville sans m'arrêter. Mais c'est ça le problème. Après une nuit de tempête, vos yeux fouillent les fossés tout seuls, avant même que votre esprit comprenne ce qu'il cherche. Une forme sombre sur l'accotement n'était qu'un rien, un tas de branches éparpillées par le chasse-neige, et mon pied est resté sur l'accélérateur 1 seconde de trop. Puis la lumière a frappé, juste au bon angle, révélant la courbe d'un dos, l'arrondi d'un flanc, un petit corps plaqué contre la neige, comme si la montagne essayait de l'engloutir. J'ai relâché l'accélérateur, ce freinage lent et lourd que l'on fait lorsque l'instinct comprend la vérité avant la pensée. Pendant un instant, je me suis répété que ce n'était qu'un sac poubelle, un pneu déchiré. N'importe quoi sauf ce que je savais déjà. Quand j'ai reculé et que je suis descendu dans cet air mordant, le vent m'a transpercé la veste et je l'ai vu pour la première fois. Un minuscule chiot, berger allemand noir et feu, à demi coincé dans la congère, la fourrure figée, les oreilles plaquées et le museau soudé autour d'un petit gant rouge vif, comme si ce morceau de laine était la dernière attache qu'il avait au monde. La neige avait sculpté de délicates couches sur son dos et son cou, telles qu'on en voit sur les pierres ou les poteaux de clôture après des heures de rafale. Ses moustaches étaient raides et blanchies, ses cils collés par le givre. Et rien, pas un frémissement, n'agitait son visage lorsque je me suis agenouillé près de lui. Je retenais mon souffle sans même m'en rendre compte. La route soudain si vaste, si vide, qu'elle semblait avaler les sons. De près, il n'avait rien de cette paix dont les gens aiment parler. Il avait l'air suspendu, comme si quelqu'un avait mis sa vie sur pause en plein milieu d'un geste. Le gant coincé dans sa bouche était bien trop petit pour ma main. Décoré de petites étoiles bleues, et la laine trempée était gelée à la fourrure de ses lèvres. Je me suis dit de ne pas le toucher, pas encore, parce que s'il était parti, je n'étais pas sûr d'avoir la force de sentir à quel point. Alors j'ai observé sa poitrine, un seul point précis, une parcelle de pelage que mes yeux fixaient comme si ma vie dépendait de la sienne. Rien, rien, rien. Et puis, juste quand ma vision commençait à se brouiller, j'ai vu un infime tressaillement. Une élévation minuscule, une respiration fragile, une seule mais suffisante pour dire qu'il n'avait pas encore renoncé. Cette respiration m'a claqué en plein cœur. Je me suis jeté à genoux et j'ai commencé à le dégager à mains nues, la glace brûlant mes doigts déjà engourdis. La neige autour de lui était tassée si fort que chaque mouvement arrachait un bruit sec de fourrure gelée. Quand je l'ai enfin tiré hors de la congère, son petit corps est venu d'un bloc, dur comme un morceau de bois glacé. Incapable du moindre sursaut, je l'ai serré contre moi, cherchant désespérément un signe, puis glissé ma main sous mon manteau pour presser mes doigts contre son poitrail humide, à la recherche d'un battement qui ne voulait pas se laisser trouver. Puis je l'ai senti, faible, lointain, irrégulier, un battement obstiné, comme si son cœur ne savait pas encore de quel côté choisir. La radio grésillait à ma ceinture à propos de la fillette disparue. Les équipes se séparaient, chaque voix tirée par la lassitude et le froid. Et moi, au milieu de cette route blanche, je tenais un chiot gelé contre ma poitrine, partagé entre les appels du dehors et cette petite vie vacillante dans mes bras. Je me suis mis en mouvement. Je l'ai plaqué contre mon torse et j'ai couru vers mon vieux pick-up, la porte claquée derrière nous, le chauffage poussé au maximum. Je l'ai enveloppé dans ma veste, calant ses pattes, créant pour lui un cocon de chaleur que la nuit lui avait refusé. Le gant rouge était toujours coincé entre ses dents. Quand j'ai essayé de le détacher pour qu'il puisse respirer mieux, il a laissé échapper un gémissement si faible qu'il m'a transpercé comme une aiguille. Alors je l'ai laissé, et j'ai juste glissé ma main sur sa poitrine, comptant ses respirations. 1, 2, 3, puis rien. Une absence. Une seconde longue comme une chute dans le vide.
Mon propre souffle s'est arrêté, et quand enfin son petit thorax s'est soulevé à nouveau, j'ai senti mes poumons se libérer en même temps que les siens. Je savais alors que je n'arriverais jamais jusqu'à la clinique avant qu'il ne décroche. La route vers Ridgefield était encore à moitié recouverte, les bas-côtés impraticables. Si je restais coincé là-dedans avec un chiot mourant, c'en était fini pour tous les deux. Alors, j'ai tourné le volant vers mon ancienne cabane d'hiver, une petite construction perdue dans les sapins, un lieu que je n'utilisais plus guère depuis que les opérations de secours s'étaient multipliées, mais où la cheminée tenait encore bon. Quand j'ai poussé la porte de la cabane, le générateur s'est réveillé au deuxième coup, la cheminée a craché puis pris, et ma table de cuisine s'est transformée en salle d'urgence en moins d'une minute. J'ai appelé mon ami vétérinaire en haut-parleur, et j'ai suivi ses instructions comme s'il récitait une prière. Serviette tiède, sortie du sèche-linge, jamais trop chaude, bouteille remplie d'eau chaude calée contre son ventre et entre ses pattes arrière, sèche-cheveux réglés sur doux, assez loin pour que la chaleur ressemble à un souffle. Il n'ouvrait pas les yeux. Il ne luttait pas. Ses respirations étaient si minces que je devais approcher mon poignet de son museau pour les sentir. Le gant rouge était toujours coincé entre ses dents. Quand j'ai tenté de le relâcher, il a poussé ce minuscule gémissement rauque et a resserré sa mâchoire, comme si ce bout de laine était la seule chose qu'il avait encore le droit de tenir. Au téléphone, mon ami vétérinaire s'est tu. J'entendais seulement ma respiration, le crépitement du feu et son silence inquiet. Puis il m'a demandé, d'une voix trop posée pour être rassurante, si j'étais sûr de vouloir continuer, sachant que les chances étaient presque nulles. J'ai senti une colère sourde monter, non pas contre lui, mais contre l'idée même d'abandonner ce chiot. J'ai regardé ce petit corps glacé étendu sur mes serviettes, ce gant qu'il ne lâchait pas, et j'ai répondu que oui, que la route était coupée, que je n'avais personne d'autre ici pour l'aider, et que tant qu'il respirait encore, nous irions jusqu'au bout. La nuit s'est installée autour de la cabane comme une couverture pesante. Juste moi, le feu, et ce petit corps enveloppé de linge. Toutes les heures, je rappelais mon ami, lui donnant des chiffres, des descriptions, des nuances qu'on apprend à lire qu'en faisant face à la mort assez longtemps. Sa respiration devenait presque invisible. À un moment, j'ai vu ses côtes devenir immobiles, sa langue pâlir jusqu'à une teinte bleutée, et l'air trop chaud de la pièce s'est soudain refroidi. Je ne sais pas quel instinct m'a guidé. J'ai glissé mes mains sous sa cage thoracique, posé 2 doigts contre ses côtes, et commencé à presser doucement, rythmiquement, comptant à voix basse pour garder mes pensées en ordre. 1, 2, 3, respire, petit, 4, 5. Le vétérinaire me disait de continuer. Je ne voyais plus que mes mains et ce petit corps si fragile. Puis dans un moment où tout semblait perdu, il a avalé l'air d'un coup, comme quelqu'un qui revient d'un rêve trop profond. Une respiration maladroite, irrégulière mais vivante. Ses paupières ont frémi, puis se sont entr'ouvertes. Ses yeux étaient troubles, comme s'il regardait à travers moi plutôt que vers moi. Mais ensuite, juste une seconde, il a fixé mon visage, tentant d'en déduire si le monde devant lui était ami ou menace. En ajustant les serviettes, mes doigts ont glissé sur son flanc. J'ai senti une large zone où la fourrure était aplatie, râpée, presque nue, comme si quelque chose avait pesé longtemps sur lui. Et je me suis demandé, pour la première fois mais pas la dernière, ce qu'on lui avait fait. Est-ce qu'il avait dû endurer là dehors ? Il a laissé échapper un petit soupir, un souffle si mince qu'on aurait dit le bruit d'un rêve. Ses petites pattes se sont resserrées contre sa poitrine, comme s'il essayait de protéger quelque chose d'invisible, quelque chose qu'il avait peut-être tenu toute la nuit contre lui, dans la neige, une présence qui n'était plus là maintenant que je savais qu'il était seul. Le matin est arrivé tout en grisaille, une lumière froide qui ne réchauffe rien, mais qui révèle ce qui a survécu. Le chiot berger allemand noir et feu était toujours sur ma table, emmailloté de serviettes, sa fourrure encore humide par endroits. En glissant ma main sous lui, j'ai senti un début de tiédeur qui n'existait pas la veille. Sa peau n'était plus glaciale, juste fraîche, comme la surface d'un rocher laissé à l'ombre. Quand je l'ai retourné délicatement, comme le vétérinaire me l'avait expliqué, il a émis un gémissement tremblant, presque trop faible pour être entendu, mais assez pour confirmer qu'il tenait encore bon. La radio sur le comptoir parlait d'une voix lasse, relatant enfin la nouvelle qu'on espérait sans oser y croire. On avait retrouvé la petite fille, quelque part dans ces mêmes bois, vivante, très affaiblie, mais vivante, transportée en urgence vers Ridgefield. On ignorait encore les détails, seulement qu'elle avait survécu à la nuit, à la tempête, au froid. Je me suis tourné vers le chiot.
puis vers le gant rouge posé près de son museau. Ce petit gant avec ses étoiles bleues, bien trop propre pour avoir passé la nuit dans une congère, trop intact, trop enfantin. Je me suis repassé l'image encore et encore, ce bébé chien agrippant ce gant comme un dernier lien, un dernier ordre, une dernière mission. Toute la journée, j'ai tourné dans la cabane en changeant les bouteilles d'eau chaude, les serviettes, en vérifiant la cheminée, en jetant des coups d'œil au ciel pour savoir si les routes seraient praticables avant la nuit. Et chaque fois que j'ouvrais la porte, même juste une seconde, l'air froid et l'odeur de neige s'engouffraient dans la pièce, et le chiot, pourtant si faible, tentait de pivoter, griffant tout doucement la table, comme si ce courant d'air représentait quelque chose d'inachevé dehors. Comme un rappel, comme un devoir. Le soir venu, j'ai rappelé mon ami vétérinaire énumérant les signes. Température en hausse, respiration encore irrégulière, gencives rosies par moments, puis pâle l'instant suivant. Il m'a dit que la nuit à venir serait décisive, que si son corps avait décidé de se battre, on le verrait, et que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas grand-chose à faire, même dans une clinique. En raccrochant, j'ai laissé la radio allumée, une sorte de compagnie pour affronter le silence. Et c'est là qu'un journaliste a lâché un détail de plus à propos de la fillette. Selon elle, un petit chien l'avait recouverte de son corps durant la nuit, la maintenant assez chaude pour qu'elle survive, même quand sa propre chaleur à lui s'épuisait. Les secouristes affirmaient n'avoir trouvé aucun animal près d'elle quand ils l'avaient sortie de la neige. Aucun. Pas un chien, pas une trace. Rien. Le lendemain matin, le paysage était enfin praticable. Les chasse-neige avaient travaillé toute la nuit. Mais le chiot, lui, semblait retomber, sa respiration de nouveau superficielle, la chaleur péniblement gagnée durant la nuit, vacillant. Quand il a laissé échapper ce petit soupir rauque, sa tête s'affaissant de côté, j'ai compris que je ne pouvais plus attendre. Je l'ai installé dans une caisse rembourrée, glissé le gant rouge contre son museau, comme un talisman, puis j'ai pris la route vers la petite clinique de secours animalier au centre de Ridgefield. Chaque secousse de la route semblait trop brusque pour lui. Je l'entendais respirer entre deux chaos, un son étouffé qui m'obligeait à vérifier ses mouvements du coin de l'œil. La clinique était modeste, un couloir de béton, des tables en acier, mais surtout des gens compétents qui avaient vu plus de misère animale que la plupart voudraient imaginer. Ils l'ont pris avec une précaution extraordinaire, comme si toucher un peu trop fort pouvait le faire disparaître. On a mesuré sa température, ses réflexes, son rythme cardiaque, hypothermie sévère, début de gelure, poumons râpeux mais encore réactifs, organes étonnamment résistants, bien qu'on ignore encore pourquoi. Une vétérinaire, Dr Lina Webster, a passé ses doigts sur son flanc et s'est arrêtée net sur la zone où ses poils étaient râpés. Elle a froncé les sourcils, un pli concentré qui disait plus que n'importe quelle phrase. Cela ressemble à une pression prolongée, a-t-elle murmuré, comme si quelque chose ou quelqu'un avait dormi contre lui, longtemps. Plus tard, un secouriste est passé, toujours vêtu de son manteau orange, encore couvert de givre et sentant l'essence et le vent brûler. Il lui a caressé la tête doucement, puis m'a raconté que la fillette répétait la même chose dans l'ambulance. Un petit chien l'avait recouverte durant la nuit, l'avait gardée en vie, et quand elle avait entendu les moteurs approcher au matin, elle lui avait murmuré qu'il pouvait partir maintenant. Je suis resté planté là, à regarder le chiot, ce bébé presque gelé, accroché à un gant trop petit. Et j'ai senti les pièces d'un puzzle énorme commencer à s'imbriquer sans que je puisse encore les exprimer à voix haute. Les jours suivants ont été un combat. Le chiot, que je n'avais pas encore nommé, avait maintenant son propre box rempli de couvertures, de bouillottes et du petit gant rouge placé là où il pouvait le toucher du museau. Sa température montait, mais ses pattes refusaient d'obéir. Chaque fois qu'il essayait de se lever, il s'effondrait comme un faon malhabile. Mais il essayait. Encore, encore et encore, surtout lorsqu'il entendait des voix d'enfants dans le couloir. Un éclat de rire, un pas léger, un murmure aigu, ses oreilles se dressaient, son regard se réveillait et il tentait de ramper jusqu'à la porte, sa détermination plus forte que sa force physique. Je m'asseyais souvent par terre près de son box, lui parlant comme à quelqu'un qui comprenait tout. Je lui racontais que parfois, les humains prenaient de mauvaises décisions, qu'ils laissaient tomber ceux qui ne méritaient pas d'être abandonnés, qu'ils oubliaient ce qu'ils avaient de plus précieux, et que je comprenais pourquoi ils ne lâchaient pas ce gant. Pourquoi il s'accrochait à ce bout de laine comme à une promesse. Le 3e jour, une assistante a apporté une petite gamelle d'eau tiède et une autre de nourriture ramollie. Le chiot l'a fixé longtemps, comme si la distance qui le séparait du bol était infranchissable. Puis, il a avancé une patte,
puis l'autre, un mouvement par glissement, maladroit mais volontaire, traçant une petite ligne sur sa couverture. Le gant rouge est tombé de sa bouche, glissant entre ses pattes. Il a bu une gorgée, puis deux, a mangé 3 bouchées et s'est écroulé, épuisé, mais victorieux. J'ai ramassé le gant, je l'ai tourné dans ma main, et sans réfléchir, j'ai dit tout bas, si tu as traversé tout ça avec un gant dans la bouche, tu as bien mérité de porter ce nom. Mitaine. Le chiot a vaguement remué la queue, une petite tape hésitante, mais pleine d'accord. Plus tard, un employé m'a appelé à part. La mère de la fillette avait donné une information nouvelle. Sa fille avait bel et bien perdu un gant rouge décoré d'étoiles bleues la nuit de sa disparition. Et elle n'arrêtait pas de demander quand on allait ramener son chiot. C'est à ce moment-là que les choses ont basculé. Parce que 3 jours plus tard, alors que Mitaine commençait à se tenir debout quelques secondes à la suite, son corps est entré dans une nouvelle tempête. Sa température est montée brutalement. Ses pattes, déjà fragiles, sont devenues douloureuses, rouge vif, puis rouge sombre, un signe d'infection, un très mauvais signe. Les vétérinaires se sont penchés en silence, échangeant des regards lourds de ce qu'ils n'osaient pas encore dire. Le mot amputation est tombé dans la pièce comme un bloc de glace. Il fallait enlever une partie de sa patte avant que l'infection ne gagne son sang. Mais ce type d'intervention sur un organisme aussi affaibli comportait un danger immense. Son cœur pouvait s'arrêter sous anesthésie, simplement lâché. Ils m'ont demandé ce que je voulais faire. Si, pour lui éviter la souffrance, nous devions le laisser partir. Ou si nous devions tenter la chirurgie, avec toutes les probabilités contre nous. Je l'ai regardé. Ce chiot qui avait survécu à une nuit de blizzard, qui avait protégé une enfant, qui avait refusé d'abandonner un gant. Comment dire non à quelqu'un qui avait déjà donné son premier souffle pour sauver quelqu'un d'autre? Alors, nous avons choisi de nous battre. Avant qu'on l'emmène pour l'opération, j'ai glissé le gant sous sa patte encore valide, refermant doucement ses doigts autour de la laine. Il m'a regardé, les yeux lourds, mais il y avait dans ce regard une obstination tranquille, une volonté silencieuse qui disait « Je vais essayer encore une fois ». On l'a amené en salle de chirurgie. La porte s'est refermée. Une infirmière a laissé son téléphone allumé sur la table. Juste avant que l'écran ne s'éteigne, une petite voix a traversé la pièce. « Maman, tu crois qu'ils ont retrouvé mon chiot ?» J'ai senti mon cœur se serrer. J'aurais voulu lui répondre moi-même. Le silence qui règne quand un animal est sous bistouri n'est pas un vrai silence. C'est une attente tendue, lourde. Je suis resté assis sur une chaise en plastique, incapable de bouger, fixant la porte close comme si je pouvais la percer du regard. Je me suis surpris à murmurer « Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour toi ce jour-là ?» Peut-être que toi aussi tu as déjà vécu ça. Une attente où tu donnerais n'importe quoi pour échanger ta place avec la petite bête derrière cette porte. Savoir que tu es impuissant, que tu dois juste attendre. Derrière la porte, le cœur de Mitaine a ralenti. Trop. Les moniteurs ont déclenché une alarme silencieuse, un de ces signaux que seuls les soignants comprennent. Mais il a tenu, encore et encore, comme s'il répétait « pas encore, pas maintenant ». L'opération a duré trop longtemps. Quand ils sont enfin sortis, Mitaine enveloppé dans des couvertures, minuscules yeux entr'ouverts, épuisé mais conscient, j'ai su qu'il venait de gagner un combat qu'aucun de nous n'aurait parié pour lui. La partie amputée était propre, le reste du tissu sain. Mais il faudrait du temps, beaucoup de temps. C'est à ce moment-là qu'on m'a remis une enveloppe sans adresse retour. À l'intérieur, un dessin d'enfant, une petite silhouette sous une couverture noire et feu, avec une bande plus claire le long du flanc, exactement à l'endroit où Mitaine avait cette zone râpée, là où il avait dû se coller contre elle pour garder la vie. Ce fut le moment où j'ai compris, vraiment. Mitaine a entendu sa voix avant que nous ne réalisions quoi que ce soit. Il était couché dans son box de convalescence, une patte encore bandée, son souffle profond et calme pour la première fois depuis des jours, quand un murmure venu du hall, doux, hésitant mais chargé d'une intensité reconnaissable entre mille, a traversé le couloir. « Est-ce qu'il est vraiment ici ?» Le chiot a relevé la tête d'un sursaut brutal, comme tiré par un fil invisible. Ses oreilles se sont dressées, malgré la fatigue, et son regard s'est fixé droit sur la porte fermée, aussi fermement que si ce panneau de bois était transparent. Je me trouvais assis par terre, adossé au mur, fatigué de cette longue attente qui grignote l'âme autant que le corps. Je l'ai vu tenter de se lever, ses petites pattes ont tremblé, l'arrière-train a flanché, mais il n'a pas renoncé. Il a glissé vers l'avant, s'est rattrapé avec une détermination qui n'appartient qu'aux survivants. Il s'est traîné vers l'ouverture
les griffes raclant légèrement le sol du box. Au moment où l'un des assistants a ouvert la porte grillagée, Mitten est sorti comme un petit projectile déséquilibré, incapable de marcher droit, mais poussé par quelque chose de plus fort que son corps encore fragile. Nous nous sommes tous figés. Les vétérinaires, les bénévoles, moi, personne n'osait produire un son. Comme si parler risquait de briser un fil sacré qui était en train de se retisser devant nous. La porte donnant sur le hall s'est ouverte. Une petite fille s'est tenue là, la main dans celle de sa mère, le teint encore pâle, emmitouflé dans plusieurs couches de vêtements empruntés. Ses chaussettes trop grandes, ce bonnet qui tombait sur les yeux. Une petite survivante encore cabossée par le froid, mais debout, vivante, rescapée. Elle n'a pas eu besoin de le voir plus de 2 secondes. Mitten n'a pas eu besoin qu'on prononce son nom. Il a laissé échapper un gémissement faible mais vibrant, un son qu'il n'avait jamais fait devant nous. La fillette a lâché la main de sa mère et s'est accroupie immédiatement sur le carrelage, comme si ce réflexe était imprimé dans chaque fibre de son être. Elle a ouvert les bras, sans hésiter, sans demander, sans attendre qu'on lui confirme quoi que ce soit. Mitten a glissé jusqu'à elle, ses pattes avant avançant plus vite que l'arrière qui tentait de suivre, sa queue traçant un si lent mouvement qu'on aurait dit une balayeuse fatiguée essayant de nettoyer la neige invisible autour de lui. Il s'est effondré contre elle, pas seulement blotti, non. Il s'est couché contre elle comme on étend une couverture douce sur un enfant qui a froid. Il a ajusté son corps, lentement, précisément, jusqu'à coller ce flanc râpé, celui qui avait perdu ses poils, contre sa poitrine à elle. L'endroit exact où elle avait dessiné cette forme sur son dessin. Le même geste que celui qu'il avait probablement tenu en vie dans la tempête. La petite fille y a passé ses bras autour de son cou sans un mot, et puis, d'une voix assurée, comme si elle annonçait un fait indiscutable, elle a dit « C'est lui, c'est mon chiot, il n'est pas parti, il m'a dit qu'il reviendrait. » La mère a commencé à pleurer. Les assistants se sont tournés pour cacher leurs émotions. Moi, je sentais uniquement mon cœur frapper si fort que j'avais l'impression que toute la pièce pouvait l'entendre. On venait de voir quelque chose qu'aucune caméra, aucun récit, aucun rapport officiel ne pourrait jamais rendre aussi puissant. Mitten n'avait pas simplement survécu à la nuit. Il avait sauvé la fillette dans cette nuit-là. Et elle l'avait sauvée en retour, d'une certaine manière, ne serait-ce qu'en lui donnant une raison de continuer à respirer. Plus tard, quand tout s'est calmé un peu et que la fillette était assise sur une chaise, Mitten dormant à moitié sur ses genoux, comme une bourrasque épuisée, ses parents sont venus me voir. Ils m'ont dit qu'ils voulaient l'adopter, qu'ils voulaient en faire un membre de leur famille, un compagnon protégé, aimé, reconnu. Je les ai regardés, puis j'ai regardé Mitten. Et j'ai hoché la tête. Cela semblait évident. Mais la conversation était loin d'être simple. Les protocoles, les obligations légales, les soins à long terme, les séquelles, il y avait beaucoup à considérer. Et pourtant, la pièce semblait déjà décidée pour nous. Ce chiot n'avait pas simplement un foyer à rejoindre. Il retournait auprès de celle qu'il avait refusé d'abandonner. 1 mois plus tard, on aurait eu du mal à reconnaître le chiot que j'avais sorti de la neige. Mitten avait encore une petite faiblesse dans sa démarche, un décalage minime, un mouvement de hanche maladroit issu de sa chirurgie. Mais il courait maintenant. Il courait vraiment. Dans le terrain enneigé derrière le refuge, il faisait des cercles maladroits, dérapant sur les virages trop serrés, envoyant de petits nuages de poudre blanche derrière lui. Ses oreilles battaient au vent, sa langue pendouillait sur le côté. On aurait dit qu'il voulait montrer à l'hiver qu'il n'avait pas gagné et qu'il ne gagnerait plus jamais. La famille de la fillette est venue ce jour-là avec une pile de documents. Les bénévoles du refuge étaient partout autour de nous, s'assurant que chaque signature était complète, que chaque formulaire de prise en charge était rempli correctement. Ce n'était pas simplement une adoption. C'était la conclusion d'un dossier de sauvetage, un travail collectif où chaque seconde, chaque geste, chaque personne avait compté. Mitten est reparti avec un nouveau collier, une médaille brillante, un dossier vétérinaire épais comme un roman et une caisse pleine de médicaments et de recommandations post-opératoires. Et moi, je suis revenu plus souvent que je ne voulais l'admettre, sous prétexte de passer voir comment il va. La vérité, j'avais besoin de voir de mes propres yeux que tout ce qu'il avait traversé servait à quelque chose. Parfois, je le regardais dormir à côté du lit de la fillette. Elle le laissait s'allonger à un endroit précis, juste sous sa main pour pouvoir le toucher en s'endormant. Chaque nuit, elle plaçait son fameux gant rouge à côté de son museau, juste au cas où. Elle disait ça comme si c'était naturel. Il pourrait en avoir besoin encore. Et Mitten se déplaçait pendant la nuit,
retrouvant toujours l'endroit exact où elle avait posé le gant, comme une boussole intérieure. Dans leur jardin, l'hiver paraissait moins hostile. Mitten jouait dans les tas de neige, passant par-dessus les petites congères, traversant les plus larges comme si elles n'existaient pas, et grimpant sur les tas les plus durs comme un prince montant sur un trône. Lorsqu'on le regardait rapidement, on ne voyait que la beauté de sa fourrure redevenue brillante. Mais lorsqu'on prenait le temps d'observer, on distinguait quelques marques le long de son flanc, de fines stries là où la vie avait laissé son empreinte. Certaines nuits, quand la maison était silencieuse et que je croyais qu'il ne faisait plus attention à moi, j'entendais la fillette murmurer dans son cou. Des secrets, des remerciements, des promesses. Elle parlait doucement, comme si elle craignait de réveiller un souvenir douloureux à l'intérieur de lui. Et Mitten, lui, restait immobile, la tête posée sur son genou, comme un confident qui comprend tout même sans parole. Et je repense parfois à ce premier souffle qu'il a aspiré dans la neige, ce souffle frêle, ce souffle qui aurait pu être le dernier. Et aujourd'hui, quand je les vois tous les deux, je n'arrive pas à savoir qui, du chiot ou de l'enfant, a sauvé l'autre. Peut-être que ce n'était pas une histoire de sauver. Peut-être que c'était une histoire de se retrouver. Parce qu'au fond, ces deux-là étaient deux vies encore en train de se construire. Deux êtres que la Terre avait failli garder, deux survivants liés par un fil invisible qu'une nuit impossible avait forgé. Et parfois, je me dis que si j'avais continué à conduire ce matin-là, si j'avais confié ce petit tas de neige à quelqu'un d'autre, ou si je ne m'étais pas penché assez près, rien de tout cela n'aurait existé. Et le monde aurait été un peu plus vide. Il y a des soirées où je reste assis dans le salon de cette famille, sans vraiment chercher à parler, juste à observer. La fillette endormie dans son lit après une journée passée à rire plus qu'à trembler, et Mitten étendu sur le tapis, sa respiration lente, posée, comme un métronome rassurant. Parfois, il ouvre un œil, vérifie qu'elle est là, qu'elle va bien, puis replonge dans son sommeil profond, le museau presque posé contre le gant rouge que la fillette laisse toujours à sa portée. Et dans ces moments-là, je me dis qu'on était à un souffle, un battement de cœur, de ne jamais connaître cette histoire, à un virage pris trop vite, à un matin où j'aurais gardé les yeux droits devant, à une seconde où j'aurais décidé que cette ombre dans la neige n'était rien d'important. Un jour, alors que j'étais venu vérifier sa cicatrice, je suis resté un peu dans le jardin avec lui. Il marchait mieux maintenant, même si son pas avait gardé une sorte de petit décalage, comme une note supplémentaire dans une mélodie familière. Les enfants du voisinage étaient dehors, construisant des petits tunnels de neige et lançant des boules qui s'effritaient avant même de toucher leur cible. Et au milieu de ce joyeux chaos, Mitten se tenait dans la neige, observant la fillette comme s'il s'agissait du soleil lui-même. Lorsqu'elle riait, il avançait. Lorsqu'elle s'arrêtait, il s'immobilisait. Lorsqu'elle l'appelait, même d'une voix faible, il accourait posant sa patte valide dans sa main pour qu'elle puisse s'y agripper. Il n'avait plus besoin de protéger sa vie contre la neige désormais, mais il continuait de protéger la sienne à elle sans hésiter. Plus tard, la mère de la fillette m'a confié quelque chose qu'elle ne disait pas souvent à voix haute. Durant la première nuit à l'hôpital, alors que sa fille était encore branchée à toutes sortes de machines, les médecins ont dit que le plus improbable n'était pas qu'elle ait survécu à la tempête. Le plus improbable, c'était qu'elle ait survécu sans blessure grave due au froid extrême. Les hypothermies infantiles sont violentes. Elles se glissent dans les muscles, ralentissent les fonctions vitales, coupent l'organisme en deux. Pourtant, d'après les médecins, la fillette avait été protégée, littéralement isolée du froid. Comme si quelque chose ou quelqu'un avait servi de paroi thermique autour d'elle, empêchant le vent de mordre sa peau, maintenant ses organes assez chauds pour survivre. Ce quelque chose, il ne l'avait pas trouvé sur les lieux. Mais la fillette, elle, n'en démordait pas. C'était mon chiot. Je lui avais dit de rester avec moi. Et il est resté, toute la nuit. Il arrive parfois que les histoires vraies dépasse ce que la logique accepte facilement, non pas par impossibilité, mais parce que notre esprit n'est pas habitué à ce genre de loyauté. Nous vivons dans un monde où l'on apprend à ne pas croire trop vite, à douter, à demander des preuves. Mais parfois, la preuve est là, dans un battement de queue, dans une petite empreinte de patte sur une couverture, dans les dessins maladroits d'une enfant qui raconte mieux que nous ce qu'elle a vécu. Un après-midi, alors que la fillette faisait la sieste, son père m'a rejoint dans la cuisine. Il m'a servi un café dans une tasse ébréchée portant le nom d'un vieux café de Great Falls, puis il m'a dit quelque chose dont je me souviendrai longtemps. On ne le montre pas trop, mais on veut aussi le remercier, vous savez, pas juste lui,
Vous aussi, si vous n'aviez pas freiné ce matin-là, il n'a pas terminé sa phrase, il n'en avait pas besoin, je savais. Je le savais depuis le premier jour, le café refroidissait lentement entre mes mains. Le père a ajouté, parfois on ne s'arrête pas parce qu'on ne sait pas quoi faire. Parfois on ne voit même pas ce qu'il y a devant nous. Et d'autres fois, c'est juste qu'on a peur. Peur de voir quelque chose qu'on ne pourra plus oublier ensuite. Je suis resté silencieux. Il avait raison, je ne suis pas un héros. Je suis juste quelqu'un qui s'est arrêté. Quelqu'un qui a accepté de regarder ce que tant d'autres auraient préféré laisser dans l'ombre. Ce soir-là, en quittant leur maison, j'ai vu Mitaine allongée sur le tapis du salon, la fillette endormie à côté. Sa petite main reposait sur son flanc chauffé par la cheminée. Ses doigts glissaient doucement sur la cicatrice encore visible, comme si elle retraçait un souvenir qu'elle seule pouvait comprendre. Mitaine, lui, respirait profondément, calmement, comme si la présence de cette petite main était la seule chose dont il avait besoin pour dormir en paix. Les semaines ont passé, les rendez-vous vétérinaires se sont espacés, les médicaments ont diminué, sa force est revenue, son appétit aussi. La famille a commencé à sortir plus souvent avec lui, à l'emmener dans des parcs enneigés, à lui apprendre à marcher avec son léger handicap, et il apprenait vite, très vite, comme s'il voulait que le monde reprenne son cours, comme s'il avait des années de vie à rattraper. Lors d'une visite de contrôle, la fillette m'a montré quelque chose qu'elle avait fabriqué elle-même. Un petit collier tricoté pour Mitaine, avec une breloque en forme d'étoile bleue. Pour qu'il sache qu'il en a une aussi, a-t-elle expliqué, avec la certitude adorable de quelqu'un qui pense que les chiens comprennent tout. Et peut-être qu'ils comprennent vraiment tout d'ailleurs. Parce que Mitaine avait levé la tête, les oreilles dressées, comme s'il reconnaissait ce symbole, comme s'il savait que cette étoile lui appartenait. Dans le jardin, un jour où les tempêtes tardives du Montana faisaient encore tomber de lourds flocons, la fillette s'est tenue devant moi, Mitaine à ses côtés. Elle a dit d'une voix très sérieuse, « Monsieur, vous croyez qu'il aurait survécu si c'était un autre chien ?» J'ai réfléchi, longtemps. Et puis j'ai répondu, « Peut-être que n'importe quel chien aurait essayé. Mais survivre, tenir toute la nuit, rester sur toi malgré le vent, cela demande quelque chose de plus fort que la peur. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Mais lui, oui. » La fillette a hoché la tête comme si elle savait cela depuis toujours. Puis elle a serré Mitaine dans ses bras et murmuré « Tu vois, je te l'avais dit, tu étais fait pour rester. » Les mois ont continué de passer. Et dans chaque saison, dans chaque changement de lumière, dans chaque coin de neige fondue ou de terre nouvelle, Mitaine continuait de suivre la fillette comme son ombre fidèle. Pas par peur, pas par obligation, juste par lien. Un lien que personne ne pourrait jamais retirer même en essayant. Un lien forgé dans le froid, scellé par la lutte et réchauffé par une amitié improbable. Je reviens souvent à cette idée. Un seul geste peut changer un destin entier. Un seul freinage, un regard vers le bas-côté, une intuition qui murmure « Arrête-toi ». Et tout ce qui en découle devient une chaîne d'événements qui redessine des vies entières. Et parfois, le destin se glisse dans les formes les plus discrètes. Une ombre dans la neige, un gant rouge, un souffle fragile, un chiot qui refuse d'abandonner. Avec les semaines qui s'étiraient doucement, quelque chose de subtilement extraordinaire s'installait dans la maison de la famille Reynolds. Une sorte de normalité nouvelle, mais pas la normalité que l'on rattache au quotidien banal. Non. Une normalité reconstruite, tissée avec une gratitude permanente. Une normalité où chaque matin avait un sens, où chaque respiration d'un chien endormi ressemblait à une victoire silencieuse. Mitaine grandissait. Son pelage, plus dense, plus brillant, reprenait des nuances qu'on ne lui avait jamais vues. Sa démarche, encore imparfaite, avait trouvé un rythme presque musical. Un léger décalage, une petite oscillation de hanche, puis un retour déterminé, comme une danse qu'il inventait en avançant. Il était à la fois fragile et incroyablement solide, comme si son corps gardait un souvenir encore brûlant de tout ce qu'il avait traversé, mais refusait de se laisser définir par la douleur. Il passait de longues minutes étendu près de la cheminée, le museau posé juste assez près du gant rouge pour le toucher sans s'y accrocher. Et parfois, sans prévenir, il levait la tête et fixait la porte d'entrée. Pas par peur, mais comme si une part de lui restait encore en alerte, prête à veiller dans les nuits froides, prête à écouter une petite voix à travers un rideau de neige. La fillette, Émilie, se remettait aussi, lentement, mais sûrement. Sa mère me disait qu'elle ne faisait presque plus de cauchemars, ou peut-être qu'elle en faisait encore, mais qu'il se dissipait dès que Mitaine posait sa tête sur ses genoux. Il avait une façon étrange d'apaiser la pièce autour de lui. Pas seulement elle.
Tout le monde, comme si la vie avait décidé de lui offrir un rôle qu'il endossait naturellement, celui de gardien. Un soir, alors que je venais vérifier l'évolution de sa cicatrice, Émilie s'est approchée de moi avec un petit carnet entre les mains. Ses cheveux encore un peu ébouriffés, ses joues rougies par le froid, elle s'est installée sur le canapé et a posé le carnet sur ses genoux, lissant la couverture plusieurs fois avant d'oser l'ouvrir. « J'ai écrit quelque chose », m'a-t-elle murmuré, « pour lui, mais aussi pour toi. » Mitaine s'est glissé à côté d'elle, posant sa patte valide sur le bord du carnet, comme s'il voulait tourner la page lui-même. Elle a ri doucement, puis a commencé à lire. C'était une sorte de poème très simple, très enfantin, mais si sincère que chaque mot avait un poids particulier. Elle parlait de la neige, du froid, du bruit étouffé de la tempête. Elle parlait d'un petit chien noir et feu qui s'était couché sur elle comme une couverture vivante. Elle parlait de la sensation, dans l'obscurité, de sentir une respiration contre son cou, une chaleur douce malgré la nuit glaciale. Et à la fin, elle avait écrit « Quand j'ai dit à mon chiot qu'il pouvait partir chercher de l'aide, je croyais qu'il ne reviendrait jamais. Mais il est revenu. Parce que parfois, les petites choses qui ont peur du noir peuvent être les plus courageuses. Je suis resté immobile, incapable de dire quoi que ce soit. Mitaine, lui, avait glissé doucement sa tête sous son bras, comme pour la féliciter. Comme si ce texte n'était pas un cadeau pour lui, mais un rappel qu'il se rappelait parfaitement, qu'il avait vécu avec elle, minute par minute, souffle après souffle. Les jours suivants, je me suis surpris à repenser à ce poème en conduisant. On traverse tellement de routes en croyant qu'elles ne mènent nulle part. On passe devant des ombres sans s'arrêter. On se dit que ce n'est pas notre rôle, pas notre affaire, pas notre responsabilité. Et pourtant, parfois, il suffit d'un instant, d'un simple regard, pour que tout change. Un après-midi, alors qu'un redouz inattendu avait transformé la neige en une boue semi-dégelée, j'ai retrouvé Émilie et Mitaine dans le jardin. Elle tenait une longe légère, marchant lentement pour l'aider à garder son équilibre, tout en explorant les endroits où il n'avait jamais mis les pattes. Mitaine avançait avec une prudence nouvelle, conscient de sa propre fragilité, mais pas limité par elle. Et chaque fois qu'Émilie se retournait, il s'arrêtait juste à côté d'elle comme pour vérifier « Tout va bien? Tu veux que je continue? Tu veux que je reste ?» La mère d'Émilie, qui observait la scène depuis le perron, m'a confié quelque chose d'une simplicité bouleversante. Il a changé sa façon de respirer, vous savez, depuis qu'il est revenu de l'hôpital. Elle respire plus fort quand elle dort. On dirait qu'elle se sent plus tranquille parce qu'elle sait qu'il est là. Puis elle a ajouté, presque en chuchotant, « Je pense qu'ils se sont sauvés l'un l'autre. » Cette phrase m'a poursuivi pendant des jours. Peut-être parce qu'elle était vraie. Peut-être parce qu'elle sonnait juste, peut-être aussi parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle disait exactement ce que je ressentais sans détour. Un jour, Émilie s'est tenue devant moi, les mains dans les poches de son manteau bleu océan, son bonnet de travers. Elle m'a demandé « Vous croyez que les chiens savent quand on a besoin d'eux ?» J'ai réfléchi à cette question plus longtemps que prévu. Puis j'ai dit « Je crois qu'ils le sentent, pas avec leurs yeux ni avec leur tête, mais avec quelque chose qu'on n'a pas nous. » Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait déjà, et a ajouté « Lui, il a tout compris. » Mitaine a levé les yeux vers elle à ce moment précis, comme pour confirmer, comme pour sceller définitivement ce que je venais d'affirmer. Et au fil des jours, je voyais Émilie retrouver des forces. Sa démarche, autrefois hésitante, devenait plus sûre. Elle recommençait à courir, à rire, à se chamailler avec les enfants du voisinage. Et Mitaine, toujours à quelques pas derrière, la surveillait comme un protecteur qui avait enfin gagné le droit de se reposer, mais pas celui de baisser la garde. Parfois, quand le soleil tombait et que les ombres s'étiraient sur la neige, je restais dans ma voiture quelques instants avant de partir. Je regardais ce tableau-là, la petite fille qui sautillait, le chiot qui la suivait, la mère qui leur souriait depuis la marche de la maison. Et je comprenais que tout cela n'aurait jamais existé si je n'avais pas freiné ce matin-là. Un geste minuscule, presque insignifiant. Et pourtant, il avait tout changé. L'hiver finissait par reculer, lentement, comme s'il comprenait que cette maison en particulier n'était plus sous son influence. Et chaque jour apportait une nouvelle preuve que Mitaine n'avait pas seulement survécu, il avait trouvé une raison de vivre. Avec les premières lueurs du printemps, la neige commença enfin à se retirer, laissant derrière elle des plaques de terre mouillée et ce parfum de renouveau que le Montana semble souffler dans l'air chaque année, presque comme une récompense pour avoir survécu à l'hiver. La lumière elle-même prenait une couleur différente, plus douce, moins agressive. Et au milieu de ce changement, Mitaine semblait lui aussi se transformer.
Il grandissait. Ses pattes s'allongeaient, ses oreilles se dressaient avec plus de vigueur, et même si sa démarche conservait cette petite oscillation héritée de sa chirurgie, il gagnait chaque jour en assurance. La famille Reynolds l'observait comme on regarde un miracle prendre forme sous ses yeux. Quant à Emily, elle renaissait visiblement. Sa couleur revenait, son énergie aussi. Et certaines nuits, sa mère m'avoua qu'elle l'entendait rire dans son sommeil, un rire discret, comme un souvenir qui retrouvait enfin son chemin vers elle. Mitten dormait toujours près d'elle, sa patte restait posée juste contre le bord du matelas, comme un rappel muet « Je suis là, tu n'as rien à craindre ». Et chaque matin, il se levait quand elle se levait, l'accompagnant exactement comme s'il savait quels muscles avaient encore besoin d'être guidés. Un après-midi, lors d'une visite de contrôle, Émilie m'attendait sur le perron. Elle portait une petite veste violette et tenait une feuille pliée en 4. « Je veux vous montrer quelque chose, monsieur », dit-elle d'un ton grave qui ne laissait aucune place à la discussion. Elle déplia la feuille. C'était un dessin, des arbres, un chemin enneigé, mon camion garé sur le côté. Et au-dessus, écrit en lettres enfantines, une phrase qui m'arrêta net « On ne laisse pas une ombre dans la neige sans regarder 2 fois ». Je sentis ma respiration se bloquer un instant. Cet enfant venait de résumer en 10 mots la décision qui avait tout changé. Ce soir-là, ils m'invitèrent à dîner. Une soupe chaude, 4 bols fumants, des conversations qui se croisaient, la lumière douce d'un luminaire métallique au-dessus de la table. C'était un moment simple, presque banal. Mais pour cette famille, pour Mitten, pour moi, c'était un moment sacré. Un moment qui disait « On a traversé le pire, maintenant on respire ». Pendant le repas, Émilie posa sa cuillère, inspira profondément et déclara « J'ai quelque chose à vous dire, quelque chose que j'avais encore jamais dit ». Sa mère lui lança un regard doux. « Tu peux y aller, chérie ». Émilie fixa son bol puis leva les yeux vers nous. Cette nuit-là, dans la neige, j'ai eu peur, très peur. Mais quand j'ai senti Mitten contre moi, j'ai cru que quelqu'un me tenait. Pas juste un chien, quelqu'un qui voulait pas que je m'en aille. Sa mère serra doucement sa main. « Tu veux dire quoi exactement ?» La fillette toucha la cicatrice encore visible sur le flanc de Mitten et répondit « On aurait dit qu'il savait exactement où j'avais mal. » Comme s'il avait mis sa chaleur là exprès. Mitten leva la tête, la regarda d'un air si profond que même un adulte aurait eu du mal à soutenir ce regard. Et dans ce silence, quelque chose de lourd, de vrai, passa entre eux. Après le dîner, je sortis prendre l'air. Mitten me suivit aussitôt, trottinant derrière moi. Il marchait à mes côtés avec cette fidélité tranquille qu'il réservait à Émilie, comme s'il comprenait que j'étais, moi aussi, un fil de cette histoire. Après quelques pas, il s'arrêta, se tourna vers moi et posa sa patte valide contre mon genou. Puis il leva les yeux. Un regard long, clair, un regard qui disait « Je me souviens, merci ». Je m'accroupis pour caresser sa tête. « Tu as fait du bon travail, petit, le meilleur qui soit ». Quelques jours plus tard, la mère d'Émilie m'appela. Sa voix tremblait un peu, mais ce n'était pas de la peur. « Vous auriez un moment pour passer ? Je crois que... vous devriez voir quelque chose. » Quand je suis arrivé, Émilie est venue ouvrir, Mitten trottant juste derrière elle. Elle m'attrapa la main. « Venez, c'est dans ma chambre !» Sa chambre était éclairée doucement, remplie de dessins où Mitten apparaissait sous toutes ses formes. Elle posa un petit carnet bleu clair sur son bureau. « C'est mon journal. J'ai écrit ce dont je me souviens. » Elle ouvrit une page. Le texte était court, haché, mais terriblement précis. Des bribes de souvenirs, des sensations, des phrases inachevées. Et au milieu, le vent était très fort, mais j'entendais sa respiration. Elle n'était pas comme celle d'un chien. Elle était lente, comme quelqu'un qui veut rester éveillé pour veiller sur vous. Je suis resté assis, silencieux, submergé. Émilie me demanda « Vous croyez que c'était vraiment lui ? Qu'il restait éveillé exprès ? Juste pour moi ?» Je pris une inspiration. « Oui, Émilie, je crois que c'était lui. Je crois qu'il t'a protégé de toutes ses forces, et je crois que tu l'as senti. » Mitten posa sa tête sur ses genoux. Il n'avait pas besoin de confirmer. Son geste parlait pour lui. Et dans ce moment-là, je compris une chose essentielle. Certains liens ne s'expliquent pas. Ils ne se justifient pas. Ils existent. Ils s'imposent. Ils deviennent une frontière entre la vie et la perte. Mitten, avec son regard trop sage et sa patte qui portait la mémoire du froid, était devenu l'un de ces liens. Les semaines suivantes, quelque chose commença à bouger autour de l'histoire de Mitten et d'Émilie. Au début, c'était discret. Une conversation entre voisins, une remarque échangée au supermarché, quelques regards curieux quand Émilie se promenait avec son chiot dans les rues déneigées du quartier.
Mais petit à petit, l'histoire prit de l'ampleur, comme si cette nuit glaciale n'avait pas marqué que 2 vies, mais tout un morceau de communauté. Une voisine m'arrêta un jour devant le bureau de poste. « C'est bien ce petit chien dont tout le monde parle, celui qui a, vous savez, protégé la petite Reynolds ?» Je hochai la tête. « Oui, c'est bien lui. » Elle posa une main sur son cœur. « On devrait tous avoir un mitaine dans notre vie. » Le bouche à oreille se transforma en murmure récurrent, puis en anecdote partagée. L'école d'Émilie fut parmi les premières à s'y intéresser. La directrice, Madame Callister, m'appela un matin. « Nous aimerions organiser un petit moment en classe, dit-elle. Émilie veut raconter ce qui s'est passé, mais seulement si vous pensez que c'est bon pour elle. » Je lui répondis « Ça dépendra d'elle. Mais si elle veut parler, je pense que ça pourrait l'aider. » Quand je suis arrivé à l'école, quelques jours plus tard, Mitaine trottait à mes côtés, portant un petit bandana bleu autour du cou, un cadeau d'Émilie. Dans la salle de classe, les enfants étaient déjà installés en rond, leurs yeux brillants d'une excitation qu'ils tentaient maladroitement de contenir. Émilie se tenait au milieu, légèrement nerveuse, son gant rouge dans une main. La directrice lui demanda « Émilie, tu es prête ?» La fillette inspira profondément. « Oui, madame. » Elle expliqua d'une voix douce ce dont elle se souvenait vraiment. Pas l'histoire romancée que les adultes imaginaient, mais sa vérité à elle, simple, directe, presque trop pure. Il faisait froid. Très froid, j'avais peur, mais j'ai senti quelque chose contre moi, une chaleur, et j'ai su que je n'étais pas toute seule, mitaine. Il ne bougeait pas beaucoup, je crois qu'il essayait de me garder réveillée, ou vivante, je sais pas, mais je sais qu'il voulait pas partir, même quand je lui ai dit qu'il pouvait aller chercher de l'aide. Un garçon leva la main. « Et tu lui avais dit de te protéger ?» Émilie secoua la tête. « Non, je crois qu'il a juste compris tout seul. » Mitaine posa sa tête sur ses genoux et toute la classe laissa échapper un petit « oh » ému. Ce jour-là, j'ai compris que cette histoire ne leur inspirait pas seulement de la curiosité. Elle leur apprenait quelque chose. Un enfant dans le fond dit « peut-être que les animaux sentent mieux que nous quand quelqu'un est en danger ». Une petite fille ajouta « peut-être qu'ils nous aiment même quand on les connaît pas encore ». Émilie sourit, un sourire qu'on n'avait pas vu sur son visage depuis longtemps. Moi, je pense juste qu'on ne peut pas les abandonner. Parce que il le ferait jamais. Après cette intervention, l'histoire dépassa les murs de l'école. Une journaliste locale demanda l'autorisation de rédiger un article. Le titre parut le lendemain dans le Richfield Echo, le courage d'un chiot sauve une enfant prise dans la tempête, le miracle de Richfield. Quand je suis passé chez les Reynolds ce soir-là, la mère d'Émilie avait le journal à la main. On dirait que tout le monde sait maintenant, dit-elle en me montrant l'article. Elle sourit. Je crois que ça fait du bien aux gens de lire quelque chose de beau. Mitaine, lui, n'en avait aucune idée. Il se contentait de vivre, de jouer, de grandir. Il préférait 1000 fois courir dans le jardin derrière Émilie plutôt que de devenir un symbole. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il devenait malgré lui. Un après-midi, alors que le soleil se reflétait sur les derniers résidus de neige, un homme que je ne connaissais pas frappa à la porte. Émilie ouvrit. Il portait une veste épaisse et un bonnet de laine. « Bonjour », dit-il doucement. « Je suis du service de secours du comté. Je faisais partie des équipes qui cherchaient la fillette la nuit de la tempête. » Je me suis approché. « En quoi puis-je vous aider ?» L'homme sourit timidement. On voulait juste le rencontrer. Le chiot, celui qui a tenu toute la nuit, celui qui l'a couverte. Vous savez, on voit beaucoup de choses dans notre métier. Mais des histoires comme celle-ci, ça nous rappelle pourquoi on fait ce qu'on fait. Émilie cria « Mitaine, viens !» Le chiot déboula dans le couloir, sautillant de joie, sa patte légèrement bancale mais son enthousiasme intact. L'homme s'accroupit. « Salut, champion, t'as fait du beau travail, tu sais ?» Il ajouta en se redressant. On parle de lui au poste. Même les anciens n'en reviennent pas. L'un d'eux a dit « Ce petit chien-là a plus de courage qu'une avalanche. » Puis il me tapa doucement sur l'épaule. Vous aussi d'ailleurs. Le soir venu, j'ai trouvé Émilie assise dans sa chambre, le fameux gant rouge à la main. Mitaine dormait juste à côté d'elle, roulée en boule. Elle me regarda entrer. « Monsieur, dit-elle avec un sérieux inattendu, vous croyez que si je ne l'avais pas trouvé ce jour-là, lui aussi, il aurait eu peur ?» Je me suis installé sur le bord de son lit. « Tout le monde a peur, Émilie, même les plus courageux. » Elle fronça les sourcils. « Même Mitaine. »« Surtout Mitaine, répondis-je. Le courage, c'est pas d'avoir pas peur, c'est d'avancer quand même. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour toi. » Elle hocha la tête, puis glissa le gant contre la poitrine du chiot qui remua doucement dans son sommeil. Alors moi aussi je serai courageuse pour lui. Quand lui aura peur, je sentis ma gorge se nouer. Je crois que c'est ce qu'il espère.
Avec le temps, des lettres commencèrent à arriver. Des voisins, des inconnus, des enfants de l'école. Certains voulaient juste dire merci. D'autres envoyaient des dessins de mitaines dans la neige. D'autres encore demandaient « Peut-on venir le voir? Est-ce que lui aussi a peur des orages? Est-ce qu'on peut lui donner un cadeau ?» Mitaine devenait, sans s'en rendre compte, le symbole d'une chose que le monde oublie parfois, la bonté simple, la fidélité, le fait de rester auprès de quelqu'un quand tout autour s'effondre. Un soir, le père d'Émilie m'a dit en rangeant des cartons « Vous savez, dans cette ville, on n'a pas souvent des histoires qui nous rassemblent. Ça fait du bien de se souvenir qu'on n'est pas seul, qu'on peut encore compter les uns sur les autres. » Il me regarda, son expression adoucie. « Et tout ça, parce que vous avez arrêté votre camion au bon moment. » J'allais protester, mais il ajouta « Ne dites rien, vous avez fait votre part. Mitaine a fait la sienne. Le reste, c'est la vie qui a décidé pour nous. » Et je ne pus qu'acquiescer. Ce soir-là, en quittant leur maison, j'ai vu Émilie à travers la fenêtre du salon. Elle lisait un livre, Mitaine couchée à ses pieds, le gant rouge reposait entre eux deux comme un trésor précieux. Et je me suis dit que certaines histoires ne s'écrivent pas. Elles se tissent, fil après fil, par des gestes minuscules, des choix insignifiants en apparence. Des gestes comme un regard sur l'accotement, un freinage, un chiot qui refuse d'abandonner, une petite fille qui choisit de croire en lui. Et le monde devient, même brièvement, un endroit meilleur. Le printemps avançait, et avec lui, la vie reprenait un rythme presque normal dans la maison des Reynolds. Pourtant, quelque chose dans l'air semblait changer autour de Mitaine. Une force tranquille lui revenait, une assurance nouvelle dans ses mouvements, mais aussi une fatigue que personne ne s'expliquait vraiment. Pas une maladie, pas une rechute apparente, mais une sorte d'essoufflement soudain, comme si son corps se souvenait parfois de tout ce qu'il avait dû traverser et réclamait quelques instants de pause. Un soir, alors que je m'apprêtais à repartir après une visite de routine, Émilie m'arrêta dans le couloir. « Monsieur ?» Je me retournai. Elle tenait son gant rouge dans les mains, froissé entre ses doigts. « Mitaine, il dort beaucoup plus ces jours-ci. Vous croyez que c'est normal ?» Je m'accroupis à sa hauteur. Il grandit encore, tu sais. Et les chiots, ça peut dormir beaucoup, parfois même plus qu'on pense. Elle serra un peu plus son gant. Mais là, on dirait qu'il veut pas que je le voie fatigué. Quand je rentre dans sa chambre, il se redresse juste pour faire semblant. Je ne savais pas trop quoi répondre. Mitaine avait effectivement montré quelques signes de lassitude ces derniers temps. Rien d'alarmant médicalement, mais suffisamment pour que je garde un œil attentif. Au même moment, Mitaine passa la tête dans l'encadrement de la porte, un jouet dans la bouche, comme pour dire « Tout va bien, regarde, je suis en forme ». Émilie sourit, mais je vis son inquiétude derrière ce sourire. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je réfléchis longuement. Les animaux qui survivent à une hypothermie sévère gardent parfois des fragilités résiduelles. Et Mitaine avait payé le prix fort. Même si son cœur semblait tenir bon, même si sa respiration était stable, cette fatigue nouvelle semblait appeler à la prudence. 2 jours plus tard, la confirmation arriva. La mère d'Émilie m'appela d'une voix rapide, serrée. « Vous pouvez venir, maintenant ? S'il vous plaît, je ne veux pas m'affoler, mais Mitaine a fait un drôle de bruit tout à l'heure. Comme un petit gémissement qu'il ne fait jamais. Je partis immédiatement. Quand j'arrivais, Mitaine était allongée dans le salon, sa tête reposant sur ses pattes, ses yeux largement ouverts mais agités. Émilie était assise à côté de lui, caressant son flanc avec douceur. « Il te surveillait par la fenêtre, monsieur, dit-elle, mais il ne s'est pas levé. » Je m'agenouillai près de lui. « Hé, petit bonhomme, qu'est-ce que tu me caches ?» Il remua la queue, mais lentement, trop lentement. « Il n'a rien mangé ce matin, » ajouta la mère, « et il a vomi un peu d'eau, ce n'est peut-être qu'un coup de chaud, mais... » Je posai ma main sur sa poitrine. Le rythme était rapide, trop rapide. « On l'emmène, » dis-je en me levant. Émilie agrippa sa veste. « Moi aussi je viens. » Sa mère acquiesça sans même discuter. Dans la voiture, Mitaine était sur mes genoux à l'arrière, sa respiration brève, pressée, comme s'il essayait de suivre un train qui allait trop vite pour lui. Émilie posait sa main sur sa tête et murmurait « Ça va aller, Mitaine, on est là, on va t'aider, d'accord ?» Arrivé à la clinique, l'équipe nous accueillit immédiatement. Le docteur Webster, présente ce jour-là, examina Mitaine avec douceur mais précision. Elle leva les yeux vers moi. Sa fréquence cardiaque est trop haute et sa température est instable. Ce n'est pas dramatique, mais on doit le garder pour faire des examens. Émilie s'avança, agrippant la table d'examen. « Vous pouvez le sauver, pas vrai ?»
La vétérinaire s'agenouilla à sa hauteur. « On va tout faire pour, Émilie, je te le promets. » Émilie baissa la tête. Il n'aime pas l'hôpital. La dernière fois, il pensait que j'allais mourir. Maintenant, j'ai peur qu'il pense que c'est lui. Je posai une main sur son épaule. Il sait que tu es là. Et ça, c'est déjà la moitié du chemin. On installa Mitaine sous perfusion. Émilie resta avec lui aussi longtemps que possible. Quand l'équipe lui demanda de sortir pour commencer les examens, elle hésita, se tourna vers moi et dit « Dites-lui que je reviens, s'il vous plaît, dites-lui que je le laisse pas. » Je m'approchai de Mitaine et murmurai à son oreille « Elle revient, petit, tu la connais, elle revient toujours. » Il ferma les yeux, comme s'il me croyait. Les heures suivantes furent longues, trop longues. Finalement, Dr Webster revint avec les résultats. Il y a une infection interne, rien de catastrophique encore, mais son corps a des séquelles de l'hypothermie plus profondes que ce qu'on pensait. On doit commencer un traitement immédiatement. Il va rester ici cette nuit. Émilie s'effondra dans les bras de sa mère. Une nuit, toute une nuit sans moi, mais il va avoir peur. La vétérinaire répondit avec douceur. On prendra soin de lui, chérie, et il sera mieux ici pour l'instant. Émilie s'essuya les yeux. Est-ce qu'il peut garder son gant ? Bien sûr, dit la vétérinaire. Ce soir-là, quand tout le monde partit, je restai un moment auprès de Mitaine. Il dormait, mais sa respiration était encore lourde. Je posai ma main sur sa patte. Tu as encore une bataille à mener, hein, mais écoute-moi bien. Tu n'es pas obligé de la mener seule. On est là, on ne va nulle part. Il remua faiblement la queue comme une petite étincelle qui refusait de s'éteindre. En rentrant chez moi, une pensée me frappa. Mitaine avait survécu à la neige, au froid, au désespoir, à la nuit. Mais la vie lui lançait un nouveau défi. Un défi moins dangereux en apparence, mais tout aussi éprouvant. Et cette fois, il allait avoir besoin de toute son équipe. La nuit où Mitaine resta à la clinique fut l'une des plus longues que la famille Reynolds ait traversée depuis la tempête. Émilie ne quittait pas son gant rouge, qu'elle serrait contre elle comme un passage secret entre elle et son chiot. Parfois, elle posait son oreille contre la porte d'entrée, comme si elle espérait entendre ses pas, même si elle savait qu'il ne rentrerait pas avant le lendemain. « Il a froid sans moi », murmura-t-elle, « je le sens. » Son père essaya de la rassurer. « Les vétérinaires s'occupent de lui, chérie. Ils font tout pour qu'il aille mieux. » Émilie secoua la tête. « C'est pas pareil. Il a toujours eu peur quand j'étais pas là. Cette nuit dans la neige, je lui ai dit qu'il pouvait partir, mais il était resté. Et maintenant, j'ai l'impression que je devrais rester moi aussi, pour lui. » Personne ne trouva quoi répondre. Au petit matin, j'étais déjà devant la clinique. La lumière filtrant par les stores donnait un aspect presque irréel à la salle d'attente. Le docteur Webster apparut quelques minutes plus tard, l'air fatigué mais déterminé. « Mitaine a passé la nuit, dit-elle. Il est stable, mais pas encore tiré d'affaire. » Émilie et sa famille arrivèrent à ce moment-là. La fillette se précipita vers la vétérinaire. « Je peux le voir, s'il vous plaît, maintenant ?» La vétérinaire hésita une seconde, puis hocha la tête. « Oui, mais doucement. Il est si faible, et il faut qu'il reste calme. » On la guida jusqu'à la salle où Mitaine reposait. Il était couché sur une couverture, un cathéter attaché à sa patte, son gant rouge posé contre son flanc. Quand il entendit la porte, il ouvrit un œil, puis deux, et ses oreilles frémirent. Émilie avança d'un pas timide. « Coucou Mitaine, c'est moi, je suis là. » Le chiot remua faiblement la queue. Une fois, deux fois, comme s'il rassemblait toute l'énergie qu'il avait pour la lui offrir. Émilie se mit à genoux et posa doucement sa main sur sa tête. « Tu peux te reposer maintenant, je reste là, promis. » Mitaine ferma les yeux, son souffle long et ralenti, mais enfin apaisé. Le reste de la journée se déroula dans un mélange de tension et d'espoir. L'infection répondait au traitement. Son cœur, bien que fragile, tenait bon. Mais il était clair qu'il avait atteint ses limites. Son corps avait encaissé plus que ce qu'un chiot de son âge devrait supporter. À la tombée du jour, la vétérinaire me prit à part. S'il s'en sort cette fois, il faudra qu'il vive différemment. Pas de longues courses, pas d'efforts extrêmes. Il aura besoin de calme, de soins, de vigilance permanente. Je regardais Émilie qui caressait doucement son chiot. « Vous croyez que sa famille peut lui donner ça ?» La vétérinaire sourit doucement. « Je crois que c'est la seule famille qui puisse le faire. » Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Mitaine sembla trouver une force nouvelle. Il leva la tête vers Émilie et la regarda intensément, comme s'il avait quelque chose à lui confier. Émilie essuya une larme et murmura « Tu m'as sauvé une fois. Maintenant, c'est mon tour, d'accord ? Moi aussi, je peux te sauver. Je te laisserai pas. Jamais. » Mitaine poussa un petit gémissement, faible mais clair, comme un « oui ».
Le lendemain matin, contre toute attente, Mitaine se tenait debout, vacillant, tremblant, mais debout. Émilie plaqua ses mains sur sa bouche. Il se lève. La vétérinaire n'en revenait pas. Ce chiot-là, il est fait d'un autre matériau, je vous le dis. Mitaine fit quelques pas vers Émilie, puis posa sa tête dans sa main. Elle fondit en larmes. Je savais que tu reviendrais. La famille rentra avec Mitaine 3 jours plus tard, son infection maîtrisée, son cœur surveillé, son énergie fragile mais bien réelle. On réorganisa la maison pour qu'il ait un accès plus facile aux pièces, une rampe à l'escalier, un coin de repos spécialement conçu pour son flanc sensible. Et Émilie, elle ne l'a plus quitté d'une semelle. Un soir, quelques semaines plus tard, alors que les premiers bourgeons éclosaient enfin, Émilie m'appela dans le jardin. « Monsieur, venez voir !» Mitaine trottinait dans l'herbe, un jouet dans la bouche, sa patte légèrement décalée mais son énergie retrouvée. Il s'arrêta devant moi, posa son jouet à mes pieds et releva la tête comme pour dire « Je suis encore là. Merci de m'avoir trouvé. » Émilie sourit, ses cheveux dansant au vent. « Vous voyez, il n'a pas renoncé. Et moi non plus. » Elle prit Mitaine dans ses bras, puis ajouta d'une voix douce mais déterminée « On a survécu ensemble. Alors, on grandira ensemble. » Et à cet instant, je compris ce que cette histoire avait réellement créé. Mitaine n'était pas seulement un survivant. Émilie non plus. Ils étaient 2 êtres que la tempête avait brisés, puis réunis. 2 vies qui avaient refusé d'abandonner. 2 cœurs qui s'étaient trouvés dans la neige, puis reconstruits, l'un grâce à l'autre. Le gant rouge, toujours là, toujours intact, devint leur symbole, pas celui du froid, pas celui de la peur, mais celui de la promesse, une promesse tenue. Ce soir-là, en repartant, je me retournai une dernière fois vers eux. Émilie riait, Mitaine courait derrière elle, lentement, prudemment, mais joyeusement. Et je compris que cette histoire, leur histoire, n'appartenait plus au hasard. Elle appartenait à la vie, à la seconde chance, à la certitude que même dans les nuits les plus terribles, il existe toujours un souffle, un geste, un regard capable de tout changer. Et parfois, ce souffle tient dans la poitrine d'un chiot noir et feu. Parfois, il se cache dans un gant rouge. Parfois, il vous attend juste au bord de la route. Si vous acceptez simplement de vous arrêter,